Il pensait venir pleurer seul sur une tombe, mais ce qu'il a trouvé là allait changer sa vie pour toujours. Il faisait froid ce matin-là. Un de ces froids secs qui traversent les vêtements et s'insinuent jusque dans les os, vous rappelant que la vie, parfois, a le goût amer de l'absence. Le vieux Paul, la soixantaine bien entamée, marchait lentement dans les allées sinueuses du cimetière de Montfermeil, un petit bouquet de roses blanches à la main. C'était devenu un rituel. Chaque dimanche matin, à la même heure, il venait se recueillir devant la tombe de sa fille unique, Élise, disparue il y a à peine 2 mois dans des circonstances qu'il ne comprenait toujours pas complètement. Son cœur était lourd, mais son pas était déterminé. L'amour d'un père pour son enfant défie la logique, les années, et même la mort. Il ne comprenait pas pourquoi Élise s'était éloignée de lui les dernières années. Elle l'appelait rarement, ne venait plus aux fêtes de famille, fuyait ses questions. Et puis un jour, sans avertir, elle était morte. Une embolie pulmonaire, avait dit l'hôpital. Et Paul s'était retrouvé seul, avec 1000 interrogations et ce vide insondable. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. En tournant à l'angle des cyprès, à quelques pas du carré F où reposait Élise, Paul s'arrêta net. Ses yeux plissés par l'âge crurent d'abord à une illusion. Mais non. Il y avait bien quelqu'un devant la tombe. Une silhouette menue, recroquevillée, un manteau trop large couvrant un petit corps. Un enfant. Paul s'avança, le souffle court, intrigué, inquiet. Le garçon, à genoux, pleurait en silence. Pas de gémissement, pas de cris. Juste des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues sales. Il devait avoir 6 ou 7 ans, pas plus. Et dans ses bras, il tenait un nourrisson. Un bébé. Paul sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. « Et, petit, tout va bien ?» murmura-t-il en s'agenouillant lentement, veillant à ne pas effrayer l'enfant. Le garçon sursauta, le regarda avec de grands yeux noirs, remplis de peur et de tristesse. « Elle est morte, » dit-il simplement, en pointant la pierre tombale. Paul regarda l'inscription gravée. C'était bien celle d'Élise. « Tu connaissais ma fille ?» L'enfant ne répondit pas. Il serrait le bébé contre lui, comme pour le protéger du monde entier. Le nourrisson semblait endormi, paisible malgré le froid. Paul enleva son écharpe et la posa sur les épaules du garçon. « Tu es seul ici ? Où est ta maman ?» Le garçon baissa les yeux, incapable de répondre. Et soudain, une intuition déchira le cœur du vieil homme. « Ce bébé, c'est ton petit frère ?» Il secoua la tête. « Non, c'est ma sœur. » Paul resta figé. Ce garçon connaissait Élise. Il savait où elle était enterrée. Il tenait dans ses bras un bébé. Et il parlait d'elle comme si elle était sa mère. Impossible. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?»« Hugo, » répondit-il après une longue hésitation. « Et, ton papa ? Où est-il ?» Un silence. Puis un murmure, presque inaudible. « Il est parti. » « Parti où ? » ?»« Je sais pas. Il a dit que je devais attendre ici. Que maman était là. Et qu'il reviendrait jamais. » Ces mots transpercèrent Paul comme un couteau. Il sentit ses jambes trembler, sa gorge se nouer. « Tu veux dire qu'il t'a laissé ici ?» L'enfant hocha la tête. Le vent souffla plus fort, soulevant les feuilles mortes autour d'eux. Paul regarda autour. Personne. Pas de sac, pas d'affaires. Juste 2 enfants abandonnés sur une tombe. La tombe de sa fille. Il n'arrivait pas à comprendre. Était-ce une coïncidence monstrueuse ? Était-ce une mauvaise blague du destin ? Pourquoi cet homme aurait-il choisi cette tombe-là, précisément ? « Tu connais le nom de ta maman ?» demanda Paul, la voix tremblante. « Élise » souffla Hugo. Et là, tout s'arrêta. Le temps. Le vent. Les battements de son cœur. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ma maman s'appelait Élise. Elle avait les cheveux noirs. »
Elle chantait des chansons quand j'avais peur. Mais elle est partie à l'hôpital. Et après, il y a eu que papa. Et puis, il a trouvé une autre dame. Elle voulait pas de nous. Et maintenant, il y a plus que moi et Léa. Il montra le bébé, qui commençait à bouger légèrement. Paul sentit les larmes monter à ses yeux. Sa fille avait eu un fils. Et il ne le savait pas. Il n'avait jamais su qu'elle était enceinte. Jamais su qu'elle avait été mariée. Jamais rien reçu, ni lettre, ni appel. Et voilà qu'un petit garçon apparaissait, un bébé dans les bras, abandonné par un père inconnu, et porteur d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il regarda Hugo, s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Je suis Paul, ton grand-père. » Le petit resta figé. Puis son visage se crispa, comme s'il cherchait à comprendre. Les larmes redoublèrent. Et, dans un mouvement soudain, il se jeta dans les bras de Paul. « J'ai eu tellement peur, sanglota-t-il. » Paul le serra contre lui de toutes ses forces. Le bébé poussa un petit cri, réveillé par l'agitation, et Paul le prit délicatement dans ses bras. Il n'avait pas porté un nourrisson depuis 30 ans. Mais ses gestes étaient sûrs. Naturels. Comme guidés par quelque chose de plus fort que la mémoire, l'amour. Ce matin-là, Paul n'avait pas seulement déposé des fleurs sur la tombe de sa fille. Il avait trouvé la vie. Une seconde chance. Une vérité cachée. Et un lien inespéré. Mais il restait encore tant de zones d'ombre. Pourquoi Élise ne lui avait jamais parlé de sa grossesse? Qui était cet homme qui avait osé abandonner 2 enfants dans un cimetière? Et pourquoi maintenant? La seule certitude, c'est que Paul ne les laisserait plus jamais seuls. Pourquoi un bébé reposait-il sur une tombe, et qui était ce jeune garçon au regard si triste? Le vieil homme n'avait pas encore trouvé de réponse, mais chaque pas vers cette vérité allait briser son cœur, puis le reconstruire d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Le garçon restait là, les yeux rivés sur la pierre tombale comme s'il connaissait chaque lettre gravée, chaque fissure du marbre. Le bébé dormait dans ses bras, emmailloté dans un vieux pull, visiblement trop grand pour lui. L'enfant, maigre et visiblement mal nourri, serrait le petit contre sa poitrine avec une tendresse qui bouleversait. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» demanda l'homme, sa voix tremblante. Le garçon leva les yeux. Ses pupilles étaient sombres, profondes, pleines de choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas porter. Il hésita, comme s'il craignait d'être puni pour avoir parlé. « Nathan, répondit-il enfin, à voix basse. J'ai 8 ans. Et elle, c'est Zoé. » Le vieil homme s'accroupit lentement, pour se mettre à sa hauteur. « Et Zoé, c'est ta sœur ?» Il secoua doucement la tête. « Non, c'est ma sœur et ma fille. Je la protège, comme une maman. » Un frisson parcourut la colonne du vieil homme. Les mots du garçon étaient si étranges, si douloureux. « Tu es seul, Nathan ? Où est ta famille ?» Le garçon hésita. Puis, le murmure s'échappa, comme une confidence trop lourde à porter. « Ils m'ont laissé. La famille qui m'a pris, ils ont dit que j'étais trop difficile. Trop bizarre. Trop silencieux. Et ils m'ont abandonné dans la rue. Mais avant, une dame du foyer m'avait dit que ma vraie maman était morte en me donnant naissance. Elle m'avait donné à un orphelinat. Et mon papa, elle a dit qu'il n'a jamais su que j'existais. » Le vieil homme sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur battait à tout rompre. « Ton père ne savait pas que tu étais né. » Nathan hocha la tête. Elle a dit qu'ils étaient amoureux, mais qu'elle est tombée très malade. Elle a disparu avant de lui dire. Elle est morte sans pouvoir lui écrire. Et moi, j'étais juste, un bébé sans nom. Le vieil homme sentit une douleur monter dans sa poitrine. Il regarda à nouveau la pierre tombale. Celle de sa fille. Il n'avait jamais su pourquoi elle avait fui, pourquoi elle avait disparu du jour au lendemain, quelques années plus tôt. Elle n'avait jamais répondu à ses appels, ses lettres. Il avait cru à une fugue, à une crise.
jusqu'à ce que la police l'informe de sa mort. Mais jamais, jamais il n'avait imaginé qu'elle était morte en donnant naissance. Et ce garçon? Nathan, sais-tu comment s'appelait ta maman? Demanda-t-il, la gorge nouée. Le garçon tendit un vieux papier chiffonné, sorti de sa poche. Un certificat. À moitié effacé. Le vieil homme prit le document entre ses mains tremblantes. Et là, il lut. Mère, Léa Moreau. Décédée le date. Ses jambes cédèrent. Léa. Sa fille unique. Celle qu'il avait pleurée toutes les nuits. Celle qu'il avait enterrée avec 1000 regrets. Il n'eut aucun doute, ce garçon était son petit-fils. Et ce bébé, sa petite-fille. Mon Dieu, balbutia-t-il. Léa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Les larmes coulèrent. Le garçon recula, effrayé. Je suis désolé, je peux partir, si vous voulez. Le vieil homme leva les mains. Non, Nathan. Non. Tu restes. Tu es de ma famille. Ces mots, Nathan les reçut comme un coup de tonnerre. Toute sa vie, il avait été rejeté. Et là, cet homme, cet inconnu, disait qu'il était sa famille. Tu es qui? Demanda-t-il. Je suis ton grand-père. Le père de ta maman. Les yeux de Nathan s'agrandirent. Tu es vrai? Il ne répondit pas. Il le serra simplement dans ses bras. Fort. Longtemps. Ils restèrent ainsi un moment. Le vent soufflait entre les pierres tombales, mais là, entre ces deux êtres brisés, une chaleur nouvelle naissait. Le vieil homme s'appelait Gabriel. Veuf depuis des années, vivant seul dans une maison trop grande, pleine de silence et de souvenirs. Il emmena Nathan et Zoé avec lui. Leur offrit un repas chaud. Un bain. Des vêtements propres. Nathan n'osait pas parler. Chaque geste de tendresse le déstabilisait. Je vais vous garder avec moi, dit Gabriel, ce soir-là. Jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. Nathan le regarda, incrédule. Même si je suis compliqué? Tu es un enfant. Tu n'as jamais été le problème. Le monde a été cruel avec toi, mais ça change aujourd'hui. Les jours suivants, Gabriel chercha à en savoir plus. Il alla au foyer mentionné par Nathan. Reconstitua le puzzle. Oui, Léa avait été hospitalisée pour une maladie grave. Oui, elle avait disparu. Oui, elle avait donné naissance seule. Et personne n'avait prévenu la famille. Nathan avait grandi dans le système, sans jamais savoir qui il était. Jusqu'à être abandonné à nouveau. Zoé, sa petite sœur, était née d'une brève relation avec un autre homme. Un homme qui, lui aussi, avait fui. Et un jour, sans prévenir, avait déposé le bébé sur la tombe de Léa. Nathan était revenu plus tard, et l'avait trouvé là. Depuis, il revenait chaque jour, espérant que quelqu'un vienne. Que quelqu'un l'aide. Et ce quelqu'un, fut Gabriel. Un mois plus tard, Gabriel entama une procédure pour devenir le tuteur légal de Nathan et de Zoé. Son cœur s'était rempli à nouveau. Ses journées avaient un sens. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner pour eux. Il riait de leurs histoires. Il leur lisait des livres. Nathan, peu à peu, souriait. Zoé, elle, gazouillait dans ses bras. La maison n'était plus vide. Et sur la tombe de Léa, chaque dimanche, ils venaient tous ensemble. Apporter des fleurs. Et parler d'elle. Tu sais, dit Nathan un jour, je crois que maman m'a envoyé vers toi. Gabriel sourit. Moi aussi, mon garçon. Moi aussi. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà vécu un moment où le destin a tout changé d'un coup? Racontez-nous en commentaire votre expérience, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires aussi bouleversantes que celles de Gabriel et Nathan. Merci de faire vivre ces récits avec nous. Le vent s'était levé dans le cimetière, soulevant des tourbillons de feuilles mortes autour de la tombe fraîchement fleurie.
Charles n'avait pas bougé. Il tenait toujours le bébé contre lui, d'une main tremblante, comme si ce simple contact pouvait ancrer son cœur brisé à une réalité qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Assis à même la pierre froide d'un banc à proximité, il regardait à présent le petit garçon, Nathan, qui restait debout, en retrait, les bras croisés et le regard fixé sur la terre encore remuée. Il n'avait rien dit depuis de longues minutes. Et pourtant, tout son corps parlait. Sa maigreur, sa chemise trop courte, ses chaussures usées jusqu'à l'os, chaque détail de cet enfant criait la négligence, l'abandon. Charles le voyait maintenant. Il le voyait vraiment. Il tenta de rassembler ses idées, mais tout s'entrechoquait. La présence de ce bébé ici, dans ce lieu de deuil, ce garçon inconnu qui pleurait une femme qu'il n'avait, soi-disant, jamais connue, et surtout, la révélation de l'homme en costume, quelques heures plus tôt, avant de disparaître sans un mot, laissant derrière lui ce nourrisson. « Tu la connaissais, ma fille ?» demanda Charles doucement, sans brusquer le silence fragile. Nathan releva la tête, surpris. Il hésita, puis hocha lentement la tête. Elle m'a montré une photo, une fois. Elle m'a dit qu'elle était ma maman. Mais je l'ai jamais vue. Elle est morte quand j'étais bébé. Les mots frappèrent Charles comme une lame. Il sentit ses entrailles se contracter. Il fixait maintenant le garçon comme s'il redécouvrait le monde à travers lui. Qui t'a dit ça? Mon papa adoptif. Mais il disait que c'était un mensonge, que ma vraie mère m'avait abandonné. Il criait souvent. Il m'a laissé dans la rue quand j'avais 6 ans. Charles sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il regarda le bébé dans ses bras. Ce petit être, innocent, n'avait aucune idée du poids de l'histoire dans laquelle il venait d'atterrir. Et depuis? Je dors où je peux. Parfois les gens me donnent à manger. Mais je viens ici, souvent. Je sais pas pourquoi. Je me sens bien ici. Comme si elle m'écoutait. Le vieil homme porta une main à sa bouche. Son cœur battait à tout rompre. Une boule de chagrin se forma dans sa gorge. Il ne pouvait plus douter, cet enfant était son petit-fils. Les dates, les détails, tout concordait. Le silence retomba entre eux, lourd mais plein de sens. Puis, Charles posa une question presque inaudible. « Tu t'appelles comment ?»« Nathan. » Un sourire douloureux étira les lèvres du vieil homme. C'était le prénom qu'Élise voulait donner à son fils. Il s'en souvenait, maintenant. Elle le lui avait dit, en pleurant, dans cette cuisine où elle n'osait pas lui révéler sa grossesse. « Tu veux venir avec moi, Nathan ?» Le garçon le regarda, méfiant, puis baissa les yeux. « Pourquoi ?»« Parce que, tu n'as plus à être seul. Tu n'as pas à mendier ton pain ou ton amour. Tu es mon petit-fils. Et ce bébé, il est ton frère. Il mérite mieux que ça. Toi aussi. » Nathan ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient pleins de larmes qu'il refusait de laisser couler. Trop de fois, on lui avait promis des choses. Trop de fois, il avait été abandonné. Mais quelque chose, dans la voix de Charles, dans la manière dont il serrait ce bébé contre lui, disait la vérité. « D'accord, » murmura-t-il. Le soleil perçait timidement à travers les nuages, éclairant la pierre tombale de façon presque divine. Charles se leva lentement, tenant toujours l'enfant dans ses bras, et tendit la main vers Nathan. Celui-ci hésita, puis l'attrapa. Et pour la première fois depuis des années, il sentit la chaleur d'un foyer possible. L'enfant s'était endormi dans ses bras. Il était si léger, si calme, comme s'il avait attendu ce moment toute sa courte vie. Jacques, pourtant, n'avait jamais tenu un bébé depuis la naissance de sa propre fille. Ce poids contre sa poitrine, cette chaleur fragile, c'était à la fois étrange, familier et infiniment bouleversant. Assis sur un banc du cimetière, il regardait les feuilles tomber lentement autour de lui. Le vent fredonnait entre les pierres tombales, et le silence n'était brisé que par la respiration paisible du bébé. À côté de lui, le jeune garçon, Samuel, observait Jacques avec un mélange d'espoir et de crainte. Il n'avait rien dit depuis le départ du père.
Mais ses yeux parlaient à sa place. Il s'appelle Gabriel, souffla-t-il enfin. Il a eu 1 an le mois dernier, mais il n'a jamais eu de fête. Jacques baissa les yeux vers le visage endormi de l'enfant. Il avait des traits fins, une peau douce comme du velours, et un petit nez retroussé qui ressemblait tant à celui de Clara quand elle était petite. « Et toi, Samuel, tu es son frère ?» Le garçon secoua la tête, puis haussa les épaules. « Pas vraiment. Je l'ai trouvé. Il pleurait, il avait froid. Il était seul, et moi aussi. » Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu veux dire que tu n'as pas de famille non plus ?» Samuel serra les bras autour de son torse, comme pour se protéger. « Ils m'ont laissé, il y a longtemps. J'étais dans une famille d'accueil, mais ils m'ont dit que j'étais trop bizarre. Trop silencieux. Trop triste. Alors j'ai fui. » Jacques avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Ce garçon, cet enfant abandonné, et ce bébé, déposé là, devant la tombe de sa fille, comme un dernier espoir silencieux, une dernière main tendue vers la vie. Il se leva, tenant toujours Gabriel contre lui. « Allez, viens. On ne va pas rester ici toute la nuit. » Samuel hésita. Il regarda le ciel, puis la tombe de Clara. « Où on va ? » ?»« Chez moi. Pour ce soir, au moins. Vous avez besoin d'un endroit chaud. Et moi, j'ai besoin de comprendre. » Le petit appartement de Jacques n'était pas prévu pour accueillir des enfants. Mais ce soir-là, il se transforma en refuge. Il improvisa un lit avec des couvertures pour Samuel, installa Gabriel dans une grande boîte à linge garnie d'oreillers, et chercha dans ses placards de quoi leur donner à manger. Samuel dévora son assiette sans un mot. Gabriel, réveillé par la chaleur, but son biberon en silence. Et Jacques les observait, le cœur serré, envahi par une émotion qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Plus tard, alors que les 2 enfants dormaient, Jacques s'assit à son bureau. Il avait sorti une vieille boîte en fer, celle où il gardait les lettres, les photos, les souvenirs de Clara. Il retrouva une photo d'elle à 18 ans, souriante, pleine de vie. Et une lettre, qu'il n'avait jamais ouverte. Elle portait la date d'1 an avant sa mort. Il hésita, puis l'ouvrit. « Papa ? Je sais que je t'ai déçu. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Il est bon, il est respectueux. Et je suis enceinte. Je voulais te le dire en face, mais je n'ai pas eu le courage. Je t'aime. Je te promets que je ferai de mon mieux pour être une bonne mère. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Ta fille, Clara. » Les larmes montèrent aux yeux de Jacques. Il avait été tellement aveuglé par sa colère, par sa peur de la voir échouer, qu'il avait fermé la porte. Il ne l'avait jamais rappelé après leur dispute. Et maintenant, il avait son petit-fils dans les bras. Et il ne savait même pas comment dire « pardon » à une tombe. Le lendemain matin, Jacques contacta les services sociaux. Il raconta tout, la découverte du bébé, la présence de Samuel, l'absence de toute trace de famille. Il s'attendait à ce qu'il lui retire les enfants immédiatement. Mais à sa grande surprise, la femme au téléphone, une certaine Madame Lefebvre, lui parla avec douceur. « Monsieur Dubois, il n'y a aucun signalement de disparition pour cet enfant. Aucune naissance récente correspondant à son identité. Et Samuel est introuvable dans nos fichiers depuis des mois. Ce que vous nous décrivez est très sérieux. Mais avant toute chose, ces enfants ont besoin de stabilité. Est-ce que vous seriez prêt à les garder temporairement, pendant que nous faisons les recherches nécessaires ? » Jacques n'hésita pas. « Oui. Oui, je le suis. » Les semaines passèrent. Jacques s'adapta. Il apprit à changer des couches, à préparer des repas d'enfants, à raconter des histoires le soir. Il découvrit que Samuel aimait dessiner, qu'il avait un talent fou pour créer des mondes avec des crayons usés. Et Gabriel riait maintenant. Il riait aux éclats quand Jacques faisait des grimaces, quand il jouait à cache-cache, quand il chantait faux.
Et un jour, en rangeant des affaires dans le grenier, Jacques trouva une vieille boîte en bois. Elle appartenait à Clara. À l'intérieur, il découvrit un petit bracelet rose, une échographie, et un carnet. Le carnet racontait les derniers mois de sa fille. Elle parlait de l'amour qu'elle ressentait pour son bébé. De sa peur. De son espoir. Et surtout, d'un nom, Gabriel. Il n'y avait plus aucun doute. Ce bébé était bien son petit-fils. Quelques mois plus tard, Jacques fut convoqué au tribunal. Les recherches n'avaient donné aucun résultat. Aucun parent biologique ne s'était manifesté. Samuel et Gabriel étaient légalement sans attache. Et Jacques demanda la garde. Le juge le regarda longuement. « Monsieur Dubois, êtes-vous conscient de ce que cela implique ?» Jacques serra les poings. « Ces enfants m'ont été confiés par la vie. Je les ai trouvés sur la tombe de ma fille. Si ce n'est pas un signe, alors je ne sais pas ce que c'est. » Et c'est ainsi que Jacques devint, à nouveau, père. Ou plutôt, grand-père. Et bien plus encore. Dans son salon, il y avait maintenant des dessins accrochés au mur, des rires dans les couloirs, des petits pas qui couraient sur le carrelage. Il n'était plus seul. Et même si la douleur de la perte ne disparaîtrait jamais complètement, elle avait trouvé un écho, une réponse. Une nouvelle vie. Un matin, alors que Samuel dessinait en silence et que Gabriel jouait sur le tapis, Jacques prit une photo d'eux. Il la posa sur la cheminée, à côté de celle de Clara. Et il murmura. « Merci, ma fille, de m'avoir envoyé ces anges. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'un miracle qui vous a bouleversé? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et inspirantes. À très bientôt.